Dominique Barbéry, première intervenante, si je puis dire, premier écrivain. Le livre Un dimanche à Ville d'Avray, aux éditions Arléa. Alors, Dominique Barbéry, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Comment moi je la connais en tout cas? Eh ben, je la connais évidemment grâce aux ateliers d'écriture de la Sorbonne, puisque c'est là qu'elle officie à l'UFR de langue française. Depuis, je crois, depuis que je te connais. Depuis la création des ateliers. Depuis la création des ateliers, voilà. Ouais. Depuis quelques années, à la faveur de ces ateliers, elle organise aussi des rencontres professionnelles, notamment avec des gens du secteur de l'édition. Donc on voit bien qu'elle veut aussi faire en sorte que ses étudiants se frottent non seulement à l'écriture, mais aussi au monde de l'édition. C'est évidemment une auteure à succès, notamment Gallimard, mais j'ai vu que tu avais commencé chez Arléa. Et finalement, là, tu reviens à Arléa. Pour une histoire d'amitié, hein, parce que voilà, la directrice de la collection est une amie qui m'a commandé un livre, voilà, déjà 5-6 ans. C'est Anne Bourguignon. Anne Bourguignon, voilà. C'est pourquoi je lui ai dédié ce livre, parce qu'il a quand même été écrit pour elle. Donc c'est une incursion, c'est un retour chez Arléa. Il faut savoir qu'elle n'était pas chez Arléa quand j'ai publié mon premier roman. Donc c'est vraiment une rencontre amicale que j'ai faite après coup, qui était un peu risquée parce que partir chez Arléa, c'est quand même une petite maison, et finalement dont je n'ai eu qu'à me féliciter. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que aussi une petite maison fait en sorte de plus choyer ses auteurs qu'une grande maison qui a une grande écurie, si je puis dire. Et donc, en fait, il se trouve que hasard, ça a été cette fois, après des années quand même chez Gallimard, dont le travail de fond probablement était là. Tout à fait. Voilà. C'est là où c'est à Gallimard, je crois que tu as publié Les Kangourous qui ont été adaptés au cinéma par Anne Fontaine. C'est aussi chez Gallimard que tu as reçu aussi un certain nombre de prix littéraires pour Quelque chose à cacher en 2007, prix Les Deux Magots. L'année d'éducation sentimentale, donc l'année dernière en 2018, prix Jean Frostier, Fondation de France. Et puis cette année, avec Un dimanche à Ville d'Avray, tu as été nominé à la fois pour le prix Goncourt et puis pour le prix féminin. Et peut-être aussi d'autres prix que j'ignore, car je n'ai pas été... Non, dans la suite du Goncourt, il y a le Goncourt des lycéens, que je n'ai pas eu. Oui, et il y a maintenant, et c'est pourquoi je pars demain, le féminin des lycéens, parce que le féminin engendre aussi un féminin des lycéens. Donc est-ce que tu peux nous parler du coup de cette pas soudaine, parce que finalement tu as des prix régulièrement, mais croissante célébrité? Non, n'exagérons pas, je n'ai pas des prix régulièrement, j'ai eu quelques prix qui sont de beaux prix, mais pas des prix, sauf le prix des Deux Magots. C'est vrai, c'est un prix qui assoit quand même un peu la notoriété, mais c'est vrai que c'était très surprenant pour ce livre-là, qu'il soit inscrit sur ces prix-là. Je sais pas, je pense que le déplacement aussi peut faire, le déplacement d'une maison à une autre, peut faire que tout à coup on redécouvre quelqu'un parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude de le voir sous la même jaquette, sous la même couverture. Mais c'est le parcours quand même pour quelqu'un qui est étiqueté littéraire, comme moi, n'est pas toujours très facile dans l'édition parce que littéraire veut un peu dire, et sans doute de plus en plus non commercial. Et que l'objectif des maisons d'édition, c'est quand même de vendre. Et donc, moi, j'ai senti depuis plusieurs années cette espèce de problème qui fait qu'on est content de vous avoir, ou en tout cas, mais c'est pas vous qu'on va promouvoir dans la mesure où on pense que vous n'êtes pas fait pour un très grand public. Voilà. Donc il y a un peu ça, mais je ne suis pas la seule du tout à le dire, et je ne le dirais pas si j'étais la seule. C'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de gens qui publient dans ces maisons, ou un certain nombre, en tout état de cause. Maintenant, ce que prouve l'aventure de ce livre-là, qui est une aventure brève, puisque ça s'est quand même arrêté, j'étais finaliste du féminin, mais je ne l'ai pas eu, c'est que le monde littéraire a quand même plus de porosité qu'on ne pense. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi verrouillé que quelquefois on peut le croire. Et c'est vrai que dans l'histoire récente de la littérature, il y a quand même, de l'édition, il y a quand même de beaux livres qui ont eu de grands prix. Je veux dire, des livres dont on peut dire qu'il y a de la qualité littéraire. Je pense, ça fait déjà des années, ça fait 20 ans, mais Jean Rouault, Les Chants d'honneur, c'était un très beau livre
voilà, dont je pensais, et je n'étais pas la seule, que c'était vraiment un texte majeur ou de grande qualité. Hein, voilà. Donc voilà, ça ne veut pas dire, après on ne mérite pas les prix, je pense. Moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup de ce qu'il fait, et voilà, on sait toujours qu'aussi l'inscription sur un prix peut être liée à un hasard, voilà, des calculs. Il y a plusieurs prix, ça commence à Oui, non, je pense que ce livre, alors c'est amusant parce que ce livre je l'ai écrit en pensant que je donnais des bâtons pour me faire battre, c'est-à-dire, et peut-être encouragé par le fait que je le destinais à une petite maison. Je voulais le faire pour cet ami, je voulais qu'il soit beau pour cet ami, parce que je ne raisonne pas en termes seulement économiques, et j'étais quasi certaine qu'il irait vers un oubli immédiat, hein, dévolu comme ça une petite maison, mais c'est quelqu'un, donc Anne Bourguignon, qui me soutient depuis des années, qui est toujours très, très amicale, et Dieu sait si je peux passer parfois par des phases de découragement, et je voulais vraiment faire quelque chose qui soit au niveau de sa grande exigence, qui est réelle. Et donc j'ai travaillé comme pour n'importe quel livre, mais sans doute aussi, je me suis peut-être, je pensais que l'argument qui est cet entretien, hein, moi je fais des livres dans lesquels il ne se passe pas grand-chose, cet entretien, donc il n'y a pas de pitch, donc ça ne se vend pas bien à la télévision, il faut penser à ça, hein, voilà, ça ne se raconte pas, mais il se trouve que j'aime les écrivains qui ne racontent rien. Tchekhov, Alice Munro, pour parler d'un prix Nobel récent d'une femme, hein, qui fait des textes admirables, mais qui, lorsqu'elle a eu le prix Nobel, il faut le savoir, n'a eu qu'un tiers de page dans le monde. Hein, voilà. Donc, ce qui m'avait à l'époque, et je ne suis pas la seule, scandalisée. Mais voilà, donc pas d'histoire, enfin, ou une histoire très... Et la rencontre entre deux sœurs, dont l'une peut apparaître vraiment comme un personnage un peu démodé, elle est un peu ringarde, hein, la sœur de Ville d'Avray. Hein, elle vit avec son mari, sa fille. Claire-Marie. Elle s'appelle Claire-Marie, elle vit dans une maison, voilà, une résidence, dans un quartier résidentiel, et par sa sœur qui vient lui rendre visite un soir d'été, elle est même considérée comme, non pas ayant raté sa vie, mais avec une petite condescendance. Il y en a une qui est la parisienne, qui vit dans le monde, dans l'agitation, l'autre vit dans... elle vit... dans l'ennui. Voilà, elle vit dans l'ennui, bon... Mais effectivement, donc parlant de ça, prenant pour personnage quand même, c'est pas la narratrice, mais le personnage principal, un personnage comme ça, je me disais parfois en écrivant, tu vas à l'échec patent. Hein, tu vas à l'échec patent, tu parles de quelqu'un qui n'est pas dans le monde ou qui n'est pas dans lequel je me suis demandé qui pourrait se reconnaître dans ce personnage. Et bien curieusement, voilà. Et c'est ça qui m'a beaucoup surprise. Et c'est vrai que le premier écho que j'ai eu de ce livre, parce que les échos de ce livre sont arrivés quand même assez tard, hein, ça a été la libraire de compagnie qui m'a téléphoné et qui m'a dit franchement, voilà, c'est un livre qui m'a touchée et c'est un livre qui m'a... je me suis reconnue, je me suis identifiée. Et ce que j'ai découvert, c'est que finalement, mais ce qui est une chose qu'on sait dans le domaine artistique, c'est que plus on creuse finalement ce qu'on est sans s'occuper de ce qu'attendent ou de ce qu'on pense qu'attendent les gens, et bien plus on court la chance finalement de rencontrer des lecteurs. Et c'est ce qui s'est sans doute passé sur ce livre, mais à quoi je ne m'attendais pas du tout. Voilà. Oui. Bah, en tout cas, c'est très clair que... Bon, moi, je suis... Alors, c'est un personnage romanesque. Hein, ouais, et on se dit que le romanesque n'existe plus, mais en fait, il existe encore, latent, et je pense que c'est ça aussi qui a touché. Bonsoir, madame. Bonsoir, très vite. C'est un personnage bovarien. Est-ce que tu pourrais dire ça ? Alors, bien sûr, ça a été plusieurs fois remarqué. C'est un personnage, bovarien ou bovarisant. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé autour de ça. Hein. C'est vrai que je pense que c'est... Mais voilà, Madame Bovary, elle continue à exister, certainement. En tout cas, le livre en donne la preuve. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un livre que j'ai lu d'une traite, voilà. Une très grande facilité, fluidité, et qui s'emboîte comme des poupées gigogne, donc c'est très intéressant. Voilà, c'est parfait, et en même temps d'une grande profondeur psychologique, enfin des analyses psychologiques, mais qui évidemment, et c'est là où je dois en venir, c'est évidemment que c'est pas on nous sert pas une page d'analyse psychologique et puis on s'est finement tressé dans la trame,
qui elle est prosaïque, on va dire. Oui, c'est un roman aussi. Donc la question c'est est-ce que c'est en partie ton style, ou comment caractérises-tu ton style? Alors, il y a beaucoup de questions dans la même. C'est un roman aussi, et quand je dis que j'avais le sentiment de prendre des risques, c'est quand même un roman sur l'ennui. Hein. C'est-à-dire, c'est la vie de quelqu'un, enfin, sur l'ennui et ce qui peut surgir de l'ennui. Et ça, c'est un sujet aussi, on dit Bovary, oui, on dit ça un peu mécaniquement, ennui, femme qui s'ennuie égale Bovary. Alors, il se trouve que les femmes de médecin, c'est vrai que ça, je me suis même pas aperçue que je faisais d'elle une femme de médecin. Mais oui, c'est-à-dire que l'ennui m'intéresse. L'ennui m'intéresse dans la mesure où je pense qu'il est quand même il est une partie de la vie, évidemment à laquelle on prête moins attention ou qu'on refuse, mais qui existe dans la vie. Et il est même, et c'est ce que j'essaie de dire à travers ce livre, il est une partie riche de la vie. C'est-à-dire que ces deux sœurs qui se retrouvent, elles ont, dans l'enfance, elles ont commencé à éprouver l'ennui, et je pense que, je le dis d'ailleurs dans le livre, qu'on ne sort jamais de l'enfance qu'on a eue d'une certaine manière, et qu'on ne sort jamais aussi, alors pour moi, de cet ennui de l'enfance, qui est un ennui qui apprend peut-être la contemplation, qui apprend aussi, comment dire, la réalité du temps. Hein, parce que dans l'ennui, j'éprouve au fond le temps vide, hein, mais dans l'ennui, il y a cette dimension métaphysique. Dans l'ennui, j'apprends, et dire l'ennui, ça n'est pas facile, mais dans l'ennui, j'apprends aussi le rêve. Hein, donc elles s'ennuient quand elles sont petites. Alors, c'est l'ennui du dimanche aussi. C'est quand même un livre sur le dimanche, qui, me semble-t-il, est un jour tout à fait particulier. Tout le monde doit peu ou prou l'éprouver en tout état de cause. Dans les rencontres que je fais, les gens me parlent de cet ennui du dimanche, ils disent moi aussi, hein. Au fond ils disent moi aussi l'ennui, hein. Et ils disent moi aussi Rochester, ça ce sont les femmes, hein, parce que en fait ces deux petites filles qui s'ennuient, elles s'identifient au personnage de Jane Eyre, hein. Alors bon, il ne faut pas croire qu'elles ont lu nécessairement Jane Eyre à l'âge où elles s'identifient, mais elles ont vu une adaptation qui est la vieille adaptation hollywoodienne de Jane Eyre, qui n'est probablement pas la meilleure, mais qui reste pour moi la meilleure dans la mesure où le personnage de Rochester, qui est cet homme fatal, cet homme à la fois séduisant et inquiétant, est admirablement incarné par Orson Welles. Hein, et donc Orson Welles, on n'oublie pas Orson Welles, enfin en tout cas j'ai eu la preuve que pas mal de femmes avaient la même expérience que moi, on n'oublie pas Orson Welles quand on le voit surgir à cheval, d'autant qu'il arrive, alors je peux en parler pendant des heures, Rochester, mais il arrive à incarner ce qui est la réalité du personnage de Rochester, c'est-à-dire c'est un homme, certes, et c'est un homme incroyablement incarné, hein, c'est le miracle des Brontë quand même, elles n'étaient pratiquement pas sorties de leur presbytère, et elles arrivent à créer, en particulier Charlotte, elles arrivent à créer un homme de chair et de sang, hein. Il est très incarné, il est cynique, il est drôle, il est tout en fait. Hein, c'est un homme total, et en même temps, évidemment, c'est autre chose, enfin, c'est la nuit, hein, Rochester. C'est un homme qui sort de la nuit. Le ténébreux. Toutes les grandes, voilà, le ténébreux, mais littéralement l'homme des ténèbres. Toutes les grandes scènes où il est sont des scènes nocturnes. C'est littéralement un homme qui vient de la nuit, donc il est plus qu'un homme. Et Orson Welles arrive, avec sa carrure d'acteur shakespearien, hein, à restituer ça, ce qui est, me semble-t-il, très très bien. Bon, en tout état de cause, voilà, de l'ennui surgit Rochester. Hein, et ça, je pense qu'un certain nombre de lecteurs, ou en tout cas de lectrices, s'y reconnaissent. Alors peut-être oui, des lecteurs finalement. Non, disons que le personnage de Claire Marie est un personnage donc effectivement qui s'ennuie, mais qui aussi a, on va dire, un certain âge. Et je ne sais pas, je dirais la cinquantaine. Oui, elle a déjà une fille. Et du coup, sa vie est sur les rails, c'est ce que tu dis. Et donc, à la fois la perte de certains repères et en même temps l'assurance d'une vie d'ennui sur des rails fait que surgit le potentiel romanesque. Voilà. Oui, c'est et ça, donc l'ennui comme avers du romanesque et en même temps créateur du romanesque. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est tentée et elle va basculer du quartier résidentiel paisible dans lequel elle habite vers les zones plus inquiétantes
qui entourent Ville d'Avray et qui sont les bois de Fosse-Repose, les fameux étangs de coraux, qui constituent un paysage effectivement à la fois très lisse mais potentiellement inquiétant. Exactement. Et cette inquiétude, bah, justement, moi j'y vois la même, enfin, c'est pas vraiment c'est quasiment enfin, il y a un côté oppressant, avec un personnage en plus mystérieux, qui intervient à un moment. Et j'y vois aussi donc ce livre, c'est un petit peu, je dirais pas la continuité, mais en tout cas la même veine que ton avant-dernier roman. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr. Est-ce que tu vas dans cette veine? Alors, il y a toujours de l'inquiétude dans ce que je fais, parce qu'on écrit avec ce qu'on est, et je crois que ce qui me caractérise, c'est précisément cette inquiétude au sens littéral, c'est-à-dire une forme d'intranquillité. Bon, alors, il y a ça. Et donc, j'ai tendance à aller vers l'inquiétude. Je n'ai pour autant jamais fait de roman policier, vraiment. C'est-à-dire c'est une inquiétude qui est parfois fantasmatique. Enfin, la peur, elle existe, elle est fantasmée. J'ai beaucoup rôdé autour de ça. Mais derrière ça, l'inquiétude, en réalité, elle est liée au monde. C'est-à-dire que mes histoires ne font que développer de manière narrative ce qui est une inquiétude très souvent liée au paysage. C'est-à-dire que je pense que nous avons le monde devant nous, que le monde est opaque, les choses muettes. J'aime beaucoup cette phrase de Ponge que je mets quand j'écris, c'est finalement une phrase qui me parle. Le monde muet est notre seule patrie. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est une phrase magnifique. Et je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire nous sommes obligés de vivre avec les choses muettes, avec les arbres qui sont devant nous, avec les murs, avec le ciel, avec souvent cette nature. Et le paysage de Ville d'Avray me pose un problème. Et je pense que si on regarde vraiment les choses, si on les regarde vraiment, et c'est là que je fais le lien avec l'ennui qui développe ce sens de la contemplation, il y a comme une espèce d'inquiétude qui doit monter en nous et qui est cette opacité du monde. Comment rendre compte du monde et comment rendre compte de ce mystère quasi impénétrable du monde. Et je crois que l'inquiétude dans mes textes, elle est aussi liée à ça. C'est-à-dire que les bois, la nuit qui tombe, alors il y a toujours des frontières aussi, et là les deux sœurs, la confession de l'une des sœurs à l'autre se fait au moment où la nuit tombe, c'est-à-dire au moment où on ne voit plus distinctement, la lumière a beaucoup d'importance chez moi, on ne voit plus distinctement, donc on est confronté à quelque chose qui commence à être potentiellement de la peur, puisque je crois qu'une des choses qui m'inquiète le plus dans le monde, c'est de ne pas voir distinctement les choses du monde. J'ai très peur de ce moment où on ne voit plus très bien les choses et où donc quelque chose de notre perception du monde s'altère et du coup nous renvoie à la nuit. Donc la nuit, en réalité, j'en parle beaucoup dans mes textes, la nuit m'inquiète, m'attire, m'attire autant qu'elle m'inquiète. Voilà. Tout à fait. Je voudrais qu'on dise quelques mots de tes influences, tout, parce que là c'est très flaubertien, mais dans tes ateliers d'écriture, moi ce que je vois des ateliers d'écriture, c'est ce que je publie. Et ce que je publie, c'est des pastiches de Modiano, de Toussaint, de Alors on m'a beaucoup rapproché de Modiano, oui. Comment tu... J'aime beaucoup Modiano, c'est vrai. Ça n'est pas quelqu'un que j'ai énormément lu, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Modiano, que son univers, comme ça, peut me séduire, tout à fait. Alors, je crois qu'on ne mesure pas peut-être assez, parce que je suis une grosse lectrice de littérature anglaise, la part du roman féminin anglais, d'un certain roman féminin anglais, qui continue d'avoir d'ailleurs une tradition qui se poursuit aujourd'hui. Je pense en particulier à une assez jeune romancière qui s'appelle Rachel Cusk, qui est publiée aux éditions de l'Olivier, qui a publié de très beaux livres, Arlington Park par exemple, ou un livre sur son divorce, qui est un des livres les plus intelligents, les plus fins. Voilà. Et chez ces Anglaises, il y a toute une tradition du romanesque ou de l'attente du romanesque, et en même temps une manière de se moquer de cette attente parce qu'elles sont drôles, que j'aime beaucoup. Il y a également quelque chose de très féminin. Alors il se trouve que le week-end dernier, j'ai rencontré
Geneviève Brisac, que je connais un peu par ailleurs, elle vient de publier un essai, alors, auquel je souscris complètement, qui s'appelle Sisyphe, Sisyphe était une femme, hein, et sous-titré La marche du cavalier, qui est la reprise d'un essai et dans lequel elle parle de toutes ces romancières femmes. Alors, il y a beaucoup d'anglaises, hein, mais et puis il y a récemment cette américaine qui s'appelle Viviane Gornick, Un attachement féroce. C'est absolument fabuleux. Et elle montre qu'il y a Alice Munro, Eudora Welty, enfin bon, Jean Rhys, c'est toute une famille de femmes qui font des textes, et elle parle de cette espèce de regard un peu condescendant des hommes sur une littérature. Moi, je ne crois pas du tout à l'écriture femme, hein, c'est pas ça. Mais les femmes importent dans la littérature quelque chose que les hommes ne comprennent pas du tout, qu'ils regardent parfois avec un peu de condescendance. Le livre s'ouvre, il faut lire ça quand même, sur l'attitude de Nabokov, le jugement de Nabokov sur Jane Austen. Hein, on demande à Nabokov de faire cours sur Jane Austen à Cornell Université, et il dit non, je ne lis pas de romancière de cette catégorie. Et le prof qui lui demande ça, il dit je veux bien faire cours sur Stevenson. Hein, et le prof lui dit mais Stevenson c'est quand même la catégorie en dessous. Jane Austen fait quand même partie ce sont des ouvrages de dames, et elle s'amuse de ça. Alors c'est un peu caricatural, mais je crois, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais enfin bon, voilà, l'écriture, je suis très influencée par ça. Alors dernière chose, bien sûr, un certain type, alors il y a un article, mais malheureusement il n'est pas disponible partout, il y a un article un peu fouillé qui voit ça, et j'étais très heureuse qu'il le voit. Je suis aussi probablement dans ce livre, plus que dans d'autres, ce qui ferait peut-être l'originalité de ce livre par rapport à d'autres, plus intéressée à me situer, hein, en tout cas je l'ai cherché, c'est pour ça que j'avais le sentiment d'avoir échoué et d'avoir mis la barre trop haut, mais me situer dans cette lignée du roman français d'analyse qui parle du renoncement. Or en fait, c'est un livre dans lequel une femme renonce à l'homme qu'elle a rencontré. Et voilà, petit roman. Voilà. Donc, c'est aussi ça, autour de quoi, secrètement, je ne l'ai dit à personne, je ne le dis jamais dans les rencontres, mais je voulais travailler. Bon, c'est très très intéressant. Hein. Bon, on est déjà quasiment à la fin de l'entretien. Hein. Donc juste après toi, on va écouter Diane Château, qui a fait partie de ton atelier d'écriture. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises justement comment ça se passe dans un atelier d'écriture et quels conseils as-tu l'habitude de donner aux jeunes écrivains? Être juste. Être juste, hein, le plus juste possible, c'est-à-dire chercher à être dans une espèce de... Curieusement, alors j'ai été influencée par des écrivains, mais je suis aussi influencée par la pratique de la danse depuis des années et des années. Et il y a cette idée du dépouillement dans le mouvement. Je crois qu'une partie de mon éducation esthétique est aussi passée par là. C'est-à-dire, voilà, dépouiller, arriver à quelque chose. Je pense que d'ailleurs, on voit que les écrivains, quand ils progressent, ils arrivent à quelque chose de très nu, hein, de très, voilà, c'est arriver et comme dans la danse, hein, l'idée de la danse, c'est arriver à dépouiller le mouvement de tout ce qui n'est pas nécessaire. Et alors c'est un idéal classique, hein, je l'assume, hein, c'est un idéal un peu classique, essayer de rendre clair ce qui est obscur, hein, et essayer de dépouiller la phrase en particulier de tout ce qui n'est pas nécessaire. Comme ça, si je devais résumer, je dirais, mais bon, c'est impossible. Et puis chacun travaille par rapport à ce qu'il est. Hein. Moi, quand je prends l'atelier, il y a des gens qui ont des veines un petit peu différentes, et il s'agit simplement qu'ils... il s'agit simplement qu'ils s'expriment dans leurs veines. Moi, la seule chose que je puisse faire, c'est les aider, éventuellement sentir quelle est leur veine, hein, leur suggérer éventuellement dans l'éventail de lectures que j'ai, des lectures qui peuvent assonner avec ce qu'ils sont, hein, parce que je pense que l'écriture est un cheminement personnel, et qui parfois vont leur ouvrir des portes. Hein, mais la porte qui s'ouvre dans un travail d'écriture, elle est pour chacun d'entre nous, elle est exclusivement personnelle. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi tel ou tel auteur, tout à coup, tel ou tel livre va ouvrir en moi quelque chose qui va me permettre d'avancer.
Hein. Et simplement, à partir de familiarité possible, et puis parfois ceux qui ont ouvert des portes ne sont pas ceux auxquels je ressemble, hein, je étant l'écrivain lambda bien sûr, ou l'artiste lambda. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Non, une petite dernière question quand même. Donc, quelle est la suite? C'est-à-dire dans la construction de ta carrière littéraire, parce que maintenant on peut vraiment parler de carrière littéraire, il n'y a pas vraiment de construction de carrière, non, hein. on écrit, on essaie d'avancer. Quelle est la suite? Quelle est la suite et surtout, est-ce que tu as apprécié d'être adapté au cinéma? Est-ce que tu souhaiterais... Alors, il se trouve que Un dimanche à Ville d'Avray se souvient vaguement, dans son titre, d'un film, donc ça m'étonnerait qu'il soit adapté, à supposer qu'il soit adaptable, mais d'un très beau film qui s'appelait Les Dimanches de Ville d'Avray, qui est un peu un film mythique, même s'il n'a eu aucun succès en France, mais qui a vu l'Oscar du meilleur film étranger en 1962 aux États-Unis, et qui du coup a été un peu confisqué par les États-Unis, et finalement n'a jamais fait de carrière en France, est resté l'unique film d'un cinéaste qui n'a rien fait après, hein, et d'une beauté qui serait impossible, je pense, à tourner aujourd'hui. Et c'est un film que j'ai vu quand j'avais 17 ans au ciné-club de mon établissement, et je me suis aperçue, parce que ce livre a commencé par son titre, j'ai commencé à écrire Un dimanche à Ville d'Avray. Je ne savais pas ce que j'allais faire après, je pars toujours comme ça. Je ne connais pas Ville d'Avray et je n'ai pas de sœur. Hein. J'ai écrit Un dimanche à Ville d'Avray et j'ai continué. L'autre dimanche, je suis allée voir ma sœur, la phrase n'a pas bougé. Hein, voilà. Mais après, en écrivant, je me suis rendu compte que je me souvenais de ce film, Les Dimanches de Ville d'Avray, dans lequel il y a une atmosphère trouble, inquiétante, voire inquiétante, qui se termine d'ailleurs fort mal, et qui évoque la relation, alors pour le coup très, à la fois indicible, qu'on pourrait lire comme trouble, qui n'est en fait que une relation qui est liée à l'enfance conservée, hein, entre un jeune homme blessé pendant la guerre et une petite fille. Hein, et ça ressemble à de l'amour. Hein, et ce jeune homme, elle est orpheline, elle est placée dans un orphelinat, va la chercher tous les dimanches pour l'emmener se promener autour des étangs de Ville d'Avray. Hein. Et puis ça finit par inquiéter les gens, c'est-à-dire personne n'arrive à cerner la relation qui est d'autant plus étrange que quand il se présente la première fois à l'orphelinat pour la chercher, à la place de son père, personne ne vient. Hein. Et les religieuses le prennent pour son père. Et la petite le voit, elle sait très bien que ce n'est pas son père, et elle crie « papa ». Donc elle joue, elle est dans le jeu, et c'est ce jeu, cette ambiguïté incroyable de la petite fille, enfin de la petite fille, elle a 10-12 ans, hein, qui est absolument admirable. C'est un magnifique film en noir et blanc. C'est un film mythique, hein. Beaucoup de gens qui viennent, qui regardent mon livre, disent « Ah mais il n'y avait pas un film, oh mais j'ai vu ce film ». Curieusement, alors qu'il n'a eu aucun succès, il semble que beaucoup de gens le connaissent. Si vous avez l'occasion, c'est un film qu'il faut voir. C'est un film magnifique. Voilà, je m'arrêterai là-dessus, je vous remercie. Bien, je m'excuse d'interrompre la soirée. La soirée. Moi j'étais ravi. J'espère avoir dit l'essentiel. Merci Yann. Et puis, de cette initiative. Alors Diane Château à la Berdina pour son premier roman qui s'appelle La photographe aux éditions Gallimard. Alors, que connaît-on de Diane? Eh bien, c'est une ancienne élève, une ancienne étudiante de Sorbonne Université. Tu étais en littérature française et russe? Et comparée. Comparée avec le russe. Oui, en russe. D'accord, très bien. Et en même temps, tu étais à Sciences Po. Alors, cette année, je suis à Sciences Po et je fais en parallèle un master d'études nordiques à la Sorbonne. Tu n'en finis pas, c'est un... Alors, tu as été aussi membre des ateliers d'écriture de Dominique Barbéris, donc là, il faudra que tu nous en parles. Nous t'avons publié dans un livre qui est une collection que le service culturel possède, on va dire, qui est Prose en Sorbonne. Et c'est une collection, en réalité, qui recense les meilleures productions, meilleurs textes des ateliers d'écriture, principalement de Dominique Barbéris. Voilà.
Et donc tous les 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, etc., on réunit les meilleurs textes, on en fait un joli volume, et le numéro 11, qui s'appelait À la légère, comportait un texte de toi, un texte vraiment remarquable, qui s'appelait Les Sœurs Golovlev, qu'on a pris beaucoup de plaisir à publier, et surtout, il faut être très honnête, Dominique Barbéris était venu me voir en disant « ce texte-là, c'est très important ». Voilà. Et de fait, elle avait vu en toi ce que finalement tu deviens, puisque tu es une sorte... Tu prends la suite à Gallimard, si je puis dire, de Dominique. Premier roman directement chez Gallimard. J'ai vu aussi que tu avais été lauréate du 33e prix du jeune écrivain de langue française. Oui, tout à fait. Pour une nouvelle, oui. Qui devait être dans un ensemble plus gros de chez Chastel, c'est ça? Oui. Donc c'était l'an dernier? C'était il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Okay. 2017 plutôt? Oui. D'accord. Et puis cette année, donc pour la photographe, tu as reçu le prix littéraire Marie-Claire. Oui. Voilà, donc tu collectionnes les prix déjà en début de carrière, si je puis dire. Et pour ça, je te félicite, franchement. On est très admiratifs ici de ton parcours. Merci beaucoup. Alors là, évidemment, la première question, c'est une question puisqu'on te... oui, on fera la lecture juste après, mais petite question déjà pour mieux te connaître. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire et quelle part les ateliers d'écriture de Dominique ont-ils joué? Pour la première question, ce qui m'a poussée à écrire, depuis l'adolescence, j'avais un goût prononcé pour la littérature. J'ai découvert des auteurs passionnants avec mes professeurs au lycée. Je pense à Kafka, Dostoïevski, Albert Camus, aux poètes Baudelaire, Verlaine. Et ça a été à ce moment-là un véritable déclic. J'ai commencé à écrire seule, j'ai montré mon travail à des enseignants, des enseignantes qui m'ont soutenue et qui m'ont poussée à continuer. Ensuite, je suis arrivée à la Sorbonne et j'ai rencontré Dominique Barbéris. Ces ateliers m'ont énormément aidée à structurer mon propos. Oui. On arrive souvent avec une énergie débordante, on a énormément de choses à dire, on a beaucoup d'idées, on bouillonne, mais on n'arrive pas à les structurer, on n'arrive pas à les mettre sur le papier et surtout on a peur, on ne sait pas si on fait bien les choses, si on doit les reprendre. Un petit côté artisanat, est-ce que mon objet est bien poli? On est jeune, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si son travail a une véritable valeur littéraire. Et Dominique Barbéris permet vraiment non seulement de structurer l'ensemble, ses cours sont vraiment axés sur la question de la narration, du point de vue, elle apporte les outils techniques et méthodologiques, et d'autre part, elle permet aussi, à travers une lecture collective, d'avoir une opinion globale de son travail et aussi une remise en question, c'est très important. Avant d'arriver à un texte fini, on écrit, on jette, on se remet constamment en question, on doute, et c'est aussi très important pour arriver au résultat final. Bon, oui, exactement. Est-ce que alors peut-être, tu voulais lire un passage? Je te laisse choisir. Je préfère que tu choisisses. C'est dur. Dans ces cas-là, pendant que je fouille, oui. je propose que tu nous parles de ce premier roman. C'est-à-dire qu'est-ce que que moi j'ai trouvé vraiment époustouflant de maîtrise. C'est extrêmement maîtrisé. Du point de vue narratif, du point de vue stylistique, notamment il faut voir avec la qualité par exemple des fins de chapitres, super bien soignées, qui laissent un petit époquet, un petit suspens comme ça, et qui en même temps ont quelque chose de parfois moral, avec une petite morale ou une petite ouverture. C'est vraiment très très bien. Bon, mais donc, est-ce que tu peux simplement nous faire le pitch, comme disait Dominique plus tôt?
La photographe est l'histoire d'une jeune femme, Ludmila, qui est d'origine russe, qui arrive à Paris lorsqu'elle a à peu près 7 ans. Et à partir de là, donc elle arrive avec son frère, avec sa famille. Elle est fascinée par la photographie, son père est photographe. Et à partir de là, elle va poursuivre le travail paternel et devenir à son tour photographe professionnelle. Elle va retrouver un personnage aussi qui est très important dans le roman, qui s'appelle Agafanova, et sa fille Taïsia. Et ces deux personnages représentent pour elle un point d'ambiguïté et de réflexion par rapport à sa propre image, par rapport à ses origines, et aussi par rapport à toutes ces questions existentielles qui peuvent nous habiter. Le personnage d'Agafonova, effectivement, est torturé. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a d'autres... Enfin, ils sont tous un petit peu torturés, les personnages de ton roman. Voilà, moi, j'avais pris quelque chose qui comment dire, un petit passage comme ça, au moment comment dire, enfin, voilà, le but du jeu, c'est que je voulais pas, enfin, il y a des choses très importantes vers la fin, mais je peux pas les dire parce que sinon on révèle un peu trop. Donc voilà, c'est juste un petit texte, ça fait une petite page. Dans une station, un groupe de jeunes se tenait adossés contre le mur. J'ai d'abord pensé à des dealers, peut-être à cause de leur regard baissé. Un des hommes avait un bonnet noir sur sa tête et un col roulé. L'autre était plus grand, voûté, avec les cheveux aplatis et clairs. Seule la femme a levé les yeux vers moi, furtivement. Une grande femme blonde, comme on en trouve dans les rues de Moscou en plein été, avec leur corps trop long, trop clair, et les cheveux d'un blond décoloré et sale, pour se donner un genre. Elle portait un blouson américain et de petites bottes noires. Sur le moment, aucun de ces jeunes ne m'a dérangé. Ce n'est que quelques minutes plus tard, lorsque mon frère et moi avons contourné l'avenue, que j'ai pensé à cette jeune femme, comme un avatar possible de Taïsia. Depuis la photographie de la petite fille jusqu'à la jeune femme imaginaire, la possibilité qu'elle soit Taïsia comme sa mère que j'avais croisée plus tôt. Je voulais revenir en arrière, m'arrêter devant elle, lui demander son prénom, me dire que les rencontres pourraient avoir lieu 2 fois dans la même journée. J'ai respiré à plein poumon. L'air glacial a traversé mon nez, puis est descendu le long des bronches. Dans le train de banlieue, nous étions presque seuls. Mon frère regardait les lumières des immeubles qui clignotaient, changeaient de couleur toutes les secondes. Les locaux d'une banque étaient encore éclairés. Certains employés se tenaient assis devant leur ordinateur dans de grandes salles en verre qui dominaient l'espace. À la station de Noisy-le-Sec, mon frère s'est levé, m'a embrassé sur la joue avant de me dire « Prends soin de toi, Lude ». J'étais désormais seul dans le wagon, j'ai sorti les écouteurs de mon sac, je les ai branchés à mon téléphone et ai lancé des chansons. La tête appuyée contre la vitre, je voyais mon reflet blanchâtre, comme un fantôme défilant dans la nuit. Voilà. Et je trouve que c'est un beau texte. Il y en a d'autres encore meilleurs. Hein. Mais j'ai trouvé qu'il y avait à la fois la montée de la tension, qui ressemble pas mal à ce que fait d'ailleurs Dominique parfois hein, dans son livre. Et puis le fait comme ça de passer de quelque chose de très très concret à une image fugace, puis ensuite de voir le reflet de Lude dans le miroir, dans la vitre comme un fantôme, donne le ton, en tout cas au début je trouve, pour toute la suite. Bon, alors du coup à propos des personnages qui ont tous une fêlure, est-ce que de quel personnage te sens-tu le plus proche? Donc il y a Ludmila, Taïsia, Agafonova, Serge, le frère de Lude, le père de Lude. Lequel? C'est une question assez difficile, ce rapport à l'identification lorsqu'on écrit, puisque tous les personnages vont être dans notre esprit, vont nous torturer, vont nous faire réfléchir. Ce roman est écrit à la première personne, donc beaucoup ont pensé que c'était ma voix personnelle. Or, la première personne est bien plus complexe dans une fiction. Oui, le narrateur, l'auteur. Toute cette question-là. Il est vrai que Lude est pour moi un point d'ancrage intéressant,
Mais l'oud n'existe pas sans Serge. Et Serge est pour moi l'autre facette de l'oud. Et je ne peux pas les penser l'un sans l'autre. Pour moi, ce sont des êtres qui sont collés l'un à l'autre. Magnétiques. Et la psyché de l'un influence la psyché de l'autre. Donc, j'ai envie de répondre Serge et l'oud. Taïsia aussi, d'une certaine manière, à travers toute cette abstraction, toutes ces fêlures, tous ces questionnements, est aussi un personnage dans lequel j'ai ancré certaines angoisses personnelles, certaines réflexions par rapport au monde et toute une vision que l'on peut avoir de la société actuelle dans laquelle nous vivons. Alors cette société, elle est composite et en même temps, tu décris tu prends comme point d'ancrage une personne de Saint-Pétersbourg en fait, qui est née à Saint-Pétersbourg et qui à Paris finalement a rejoint autour d'un café qui s'appelle l'Archipel Café, je crois, une communauté russe. Alors évidemment, ma grande question, c'était quand même la part biographique qu'il y avait dedans. C'est-à-dire, il y a un moment assez bien où on a l'impression que finalement cet archipel café, il y a des gens plus vrais, plus russes finalement, que ce que le personnage a vu à Saint-Pétersbourg dans sa jeunesse. Oui, tout à fait. L'Archipel Café est un microcosme où se retrouve la communauté russe et où se développe justement, on a cette scène où ils vont jouer ensemble, un jeu typiquement russe, où ils vont reproduire des schémas de leur pays d'origine. C'est ce qui m'intéressait énormément, c'est comment s'adapter dans une ville comme Paris, qui est une ville riche, bouillonnante, cosmopolite, comment faire ce petit nid, comment retrouver ses origines dans une ville aussi différente que Saint-Pétersbourg. Oui, ce sont des déracinés. Oui. Voilà. Ce sont tous des déracinés et ce sont des personnages qui s'interrogent sur leurs origines. Oui, j'avais noté une petite phrase comme ça, c'était l'impression de ne jamais devoir être française, de vivre entre deux mondes. Et c'est ça. Mais donc, moi, ma question, c'est aussi la part biographique. Est-ce que, parce que tu as fait des études de littérature française et comparée russe, est-ce que tu parles russe? Oui, je parle russe. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ta biographie qui ressemble, enfin, est-ce que tu as côtoyé, est-ce que tu côtoies, est-ce que ce qu'on lit dans le livre, c'est un petit peu ce qu'on pourrait retrouver si on trouvait un archipel café ici à Paris de la communauté russe. Est-ce que tu fréquentes ces milieux-là? Est-ce qu'ils t'inspirent? Là, ma question derrière, c'est que comme c'est un premier roman, forcément, autant comme tout à l'heure, on va parler de la photographie, pourquoi c'est très important dans un premier roman d'avoir mis quelque chose sur la photographie. De la même façon, un premier roman, tu parles de la Russie, tu parles des déracinés russes. Est-ce que ça t'impacte ou est-ce que c'est quelque chose que tu as tout de suite mis à distance? C'est quelque chose qui m'impacte, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pour répondre à la question, je n'ai pas d'archipel café personnel. Je fréquente des personnes russes avec qui j'aime parler en russe ou en français, selon les envies. Mais c'est un sujet pour moi qui était central dans ce roman, qui d'ailleurs, je le précise, était une nouvelle au départ. Ah, d'accord. C'était une nouvelle justement que j'avais écrite et cette nouvelle était vraiment axée sur la question de l'identité russe. Je voulais que ce soit des personnages qui, à travers les origines, s'interrogent sur la photographie. Donc tu as bien fait le parallèle justement, Russie et photographie. Bon, on parle de la photographie parce que dans ce livre où les personnages sont quand même relativement torturés, là, il y a des vrais jeux de domination. Oui. À plusieurs reprises, il y a des enjeux. Certains pensent avoir gagné, l'avoir emporté sur l'autre, donc quelque chose de très un peu brutal quand même, et émerge dans ce réseau de domination
émerge le personnage de la photographe qui semble être un peu en haut du panier, si je puis dire, c'est-à-dire qui, grâce à son appareil, peut exercer une forme, on va dire, de domination. Et donc, quel est le rôle de la photographie? Pourquoi tu voulais insister sur ce point dans un premier roman? Est-ce que là aussi, pourquoi est-ce que ça te tenait à cœur de faire un livre, voilà, sur une photographe? J'ai l'impression qu'à notre époque, la photographie joue un rôle majeur. Nous avons des images partout, nous sommes bombardés d'images, nous sommes manipulés par des images. Et aller à l'origine de ce procédé m'intéressait énormément, surtout qu'il s'agit dans ce roman d'argentique. Noir et blanc. Argentique et noir et blanc. On est avec de l'argentique en noir et blanc. Et justement, c'était l'idée de rompre aussi avec toute cette... je pense à Instagram, à Facebook, à tous ces réseaux sociaux où l'image est assez facile. Finalement, on prend un téléphone, on fait une photo. Là, il y a un vrai travail, une vraie démarche, une vraie réflexion autour de ça. Et pourquoi la photographie? Parce qu'elle permet de figer quelque chose qui va au-delà, en tout cas pour l'Aude, qui va au-delà de l'apparence et qui permet justement de se questionner elle-même, de voir aussi les failles de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui l'entourent, et de pouvoir avoir une emprise sur l'image. Et une emprise, l'image, elle capture quelque chose dans sa boîte, elle garde un petit peu comme un fragment d'âme. Tout à fait. C'est dit vraiment à plusieurs reprises. Il y a de très très belles réflexions sur le pouvoir de la photo. Bon, évidemment, moi, ayant lu aussi Les Sœurs Golovlev, j'ai vu un lien quand même assez facile entre Les Sœurs Golovlev et puis ce roman. Bon, je ne connaissais pas la nouvelle Nous irons tous au paradis qui a remporté donc ce fameux prix du jeune écrivain. Moi, je voulais savoir si entre Les Sœurs Golovlev, la photographe, finalement, moi, je sens une unité de style. Et comment tu caractériserais ce style, et est-ce que tu vas finalement quitter dans un futur roman et la Russie et la photographie voilà, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais c'est une question à la fois en synchronie, si je puis dire, sur quel est ton style, quelle est l'essence de ton style, et en même temps un peu dynamique, au sens où est-ce que la photographie, la Russie sont juste des thématiques qui sont là pour le premier roman, parce qu'il fallait faire la part de l'héritage, si je puis dire, il fallait faire un sort à l'héritage, et après t'en distancer, ou au contraire, est-ce que c'est une veine qui va perdurer? Pour faire le lien entre Les Sœurs Golovlev et la photographe, au niveau du style, il y a peut-être cette voie narrative qui ne fige jamais les choses, qui ne dit jamais vraiment les choses. Je cherchais justement à capter toute cette complexité humaine que l'on peut avoir, et nous n'avons pas toujours les mots pour le dire, tous ces mécanismes psychologiques, et aussi les relations, la complexité d'une relation humaine que l'on ne peut pas nommer. On ne sait pas si c'est du désir, si c'est de la haine, si c'est de l'amour, tout est mélangé. Et c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, de montrer que dans un être humain, on ne peut pas toujours tout nommer. Et il a fallu trouver ce style qui puisse saisir toute cette indicible, toute cette ambivalence humaine. Je pense à Dostoïevski, qui pour moi est un auteur extraordinaire dans cette capacité à dresser un panorama aussi large des émotions humaines, tout en restant dans quelque chose d'éthéré et de complexe. Ou à Nina Berberova, qui m'a énormément inspirée pour la photographe. Oui, j'avais posé la question des influences. Oui. D'accord. Nina Berberova, qui a réussi à capter la relation, je pense au roman L'accompagnatrice. Donc on a une chanteuse et son accompagnatrice, et toute l'ambivalence, tout l'aspect justement, les jeux de pouvoir, les rapports de force. Les rapports de force entre ces deux femmes.
Et je voulais que le personnage, comme dans les sœurs Golovlev, soit une femme. Pour moi, c'était très important de casser énormément de stéréotypes que l'on peut avoir sur des femmes et de montrer toute cette violence sous-jacente, toute cette rage, toute cette colère, toute cette ambivalence qui peut résider dans un être humain, qu'il soit homme ou femme. Certes, effectivement. Bon, on arrive à la fin de l'entretien. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que, bon, là tu es encore en études, on va dire, mais vers quoi tu te destines? Est-ce que le fait de recevoir prix sur prix n'est pas intimidant? Et est-ce que tu voudrais donc poursuivre l'écriture, ça j'en doute pas, mais en faire une carrière? Oui, j'espère, je continue d'écrire en tout cas. J'ai déjà fini un 2e roman, je réfléchis à un 3e. D'accord, je suis déjà très à la ramasse. Déjà. Ok, bon, donc, on te réinvitera alors dans ces cas-là pour tout parler. Mais donc devenir écrivain, oui. Et les rapports que tu entretiens, enfin, est-ce que tu es, satisfait du milieu de l'édition en général? Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais? Est-ce que tu découvres tout ce qu'on voyait tout à l'heure avec Dominique qui dit bah là, il faut que je parte à une dédicace à l'endroit, demain je suis à Clermont-Ferrand, je ne sais plus où. Pour l'instant, c'est encore au stade de la découverte. Oui. Je ne peux pas dresser de bilan précis. Mais est-ce que ça m'intrigue. Ça t'intrigue, ça t'intéresse, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue. J'ai fait de très belles rencontres, que ce soit dans l'édition ou avec des libraires, des discussions passionnantes, et ça m'intéresse beaucoup, oui. Bon, bah écoute, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Isabelle Delassens. Alors, tu es la personne que je connais le moins, puisque en fait, tu es une ancienne étudiante de Sorbonne Université également. Tu faisais quoi? Donc moi j'ai fait ma licence 3 de lettres modernes appliquées ici même. Et j'ai poursuivi par un master 1 en Erasmus à Séville en littérature comparée. Voilà. Et ensuite j'ai bifurqué vers autre chose. Très bien. Et désormais, donc, tu travailles dans... j'ai lu que tu travaillais dans une grande société... En fait, après mon master 1, je me suis orientée vers les sciences politiques et plus particulièrement la communication publique. Et j'ai... Voilà, tu es en relations publiques maintenant? Et oui, alors là, ça fait un petit moment que je ne suis plus en activité. Je vais reprendre bientôt d'ailleurs. D'accord. Mais effectivement, je suis chargée de communication dans le groupe EDF. Ah ben voilà, très bien. Alors, parce que là, on n'osait pas le dire. Voilà, donc le roman d'Isabelle Delassens, c'est Un métro pour Sabara, La Belle Étoile, mais en fait c'est chez Marabout. Voilà, c'est les éditions Marabout. C'est les éditions Marabout. Voilà. Très, très beau livre, hein, franchement, écriture soignée, le livre est super. Alors, comme j'ai dit, on ne te connaît pas beaucoup. Alors, moi, je voulais savoir, un peu comme pour Diane, quelle avait été l'influence de la Sorbonne dans le processus d'écriture. En fait, la question plus globale, c'est est-ce que tu as toujours voulu écrire, puisque finalement, là, on a un premier roman et tu as 34 ans, on n'a pas le droit de le dire, mais voilà, pas de problème, un premier roman. Donc, est-ce que tu as toujours voulu écrire, mais la vie a fait que non? Ou est-ce que c'est je sais pas, est-ce que la Sorbonne a mis une petite graine, a germé progressivement, et puis 10-15 ans plus tard, il s'est passé quelque chose? Alors oui, en effet, parce que donc moi, si j'ai intégré la Sorbonne en licence 3, c'est parce qu'à la base, j'étais en classe prépa. Oui. Donc je sortais vraiment de ce système de classe prépa qui est assez particulier, qui a beaucoup d'avantages, mais effectivement, quand je suis arrivée ici en licence 3, j'ai découvert vraiment une façon de travailler complètement différente, puisque en Cagne, l'objectif c'était vraiment de préparer Normal Sup, donc c'était le programme, c'était très carré, c'était vraiment plus du bachotage en fait. Voilà, machine.
Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'ici à la Sorbonne, j'ai découvert vraiment quelque chose qui était beaucoup plus ouvert et où effectivement on attendait quelque chose de complètement différent des étudiants. Alors moi, je n'avais pas connaissance des ateliers d'écriture, je ne sais pas si à l'époque ils existaient d'ailleurs. Ah, aussi. Et donc voilà, c'est vrai que la Sorbonne m'a vraiment ouvert à un monde plus créatif, on va dire. Où j'avais plus de temps pour lire déjà, parce que pour lire des livres que je choisissais. Donc j'ai eu vraiment ces différentes influences au niveau de mes études qui ont été très constructives. Et c'est vrai que donc... Tu pensais écrire dès le non, départ alors sincèrement non, à ce moment-là pas du tout. Puisque j'avais vraiment un rapport à la littérature qui était dans l'analyse, comme c'est le cas de, je pense, beaucoup d'étudiants là-dessus. Et c'est vrai qu'on ne s'autorise pas vraiment à écrire, en fait. On passe vraiment l'écrivain sur un piédestal. Ah oui, on sert. Alors qu'en fait, les auteurs sont des gens normaux. Et ça m'est venu plus tardivement. C'est vrai que j'en avais rêvé à un moment donné, mais je m'étais dit non, soyons raisonnables. Soyons raisonnables, et c'est pour ça que après je me suis orientée vers les sciences politiques. C'était vraiment parce que je voyais dans la communication aussi l'occasion d'écrire. Oui, c'est vrai. Effectivement. Voilà. Ça pouvait compléter, je pense combler quelque chose. Je pense qu'à la base, c'est aussi pour ça que j'ai choisi la communication. Et en fait, j'ai eu l'idée de cette histoire. C'est comme ça que j'ai envie d'écrire. C'est vraiment j'ai eu envie de raconter cette histoire. Parle-nous-en, sachant que un métro pour Samara parle du métro, et parle aussi de quelque chose qui est assez à la mode actuellement, qui s'appelle l'urbex. Oui. Je te laisse décrire à la fois le roman et puis cette caractéristique. D'accord. Donc, Un métro pour Samara raconte l'histoire de Swan, qui est un jeune homme qui, comme certains d'entre nous, hier, aujourd'hui ou demain, est étudiant à la Sorbonne. Alors lui, il est étudiant en philosophie. Et c'est vrai que c'est un étudiant un étudiant très doué, très doué. D'ailleurs, au début du roman, on apprend qu'il a une bourse d'excellence. Voilà, et c'est quelqu'un qui a une grande culture, mais qui aime la connaissance abstraite, on va dire. Donc il a de très grandes ambitions, il est très studieux. Et en fait, comme il n'a pas beaucoup d'argent, il va prendre, pour financer ses études, un job étudiant, dans le métro de Paris. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était à la RATP. Voilà. Moi, comme je suis même dans le service public, c'est vrai que j'avais un petit peu envie d'en parler aussi. Et à la base, c'était ce contraste en fait entre l'univers universitaire, le ciel des idées, voilà, exactement, et le métro, le souterrain, les transports en commun, voilà. Ça m'amusait en fait de raconter l'histoire d'un étudiant qui allait devoir se retrouver au guichet. Derrière un guichet. Et alors l'urbex dans tout ça. Donc l'urbex... Pourquoi c'est intéressant dans ce livre? Parce qu'effectivement, j'ai remis un avertissement au début du livre, parce que Swan va prendre ce job à la RATP, un petit peu à contre-cœur, et de fil en aiguille, il va découvrir les stations fantômes du métro de Paris, qui en fait sont des stations désaffectées, qui ont été ouvertes ou pas, mais qui en tout cas aujourd'hui sont fermées, mais auxquelles s'intéressent pas mal de gens d'ailleurs en France et même à l'étranger. Il y a des gens en fait qui vont à l'étranger pour visiter des lieux comme ça qui sont désaffectés. Alors c'est pas forcément des stations de métro, ça peut être des châteaux désaffectés, des hôpitaux désaffectés, et qui prennent plus ou moins de risques, parce que bien sûr c'est interdit. Et donc Swan va franchir l'interdit, alors qu'à la base c'était quand même quelqu'un qui avait une vie un petit peu morose et qui ne savait pas trop comment se positionner dans la vie en fait par rapport aux autres. Et là en fait, je ne vais pas forcément te dévoiler comment, non, certainement pas. Mais il va se retrouver dans la station Axo, qui est une station qui est vers Place des Fêtes, et là. Il va être projeté en fait dans le monde des mille et une nuits, donc à Samara, qui est une ville d'Irak. Et il va être bien embêté parce que ce que va lui demander le calife des mille et une nuits, ça va être de lui répondre à la question de la vie après la mort en fait.
Et Swan, qui est très cultivé, qui sait parler de beaucoup de choses, là il va être bien embêté parce que c'est pas forcément une question à laquelle on peut répondre par l'humour. Voilà, à laquelle on peut répondre par la culture ou par les livres. Enfin, voilà, c'est une question difficile. Et donc, il va devoir trouver la réponse. Il va lui arriver pas mal de choses. Il va faire les allers-retours entre Paris et Samara. Et en fait, j'avais envie de décrire son évolution et le changement de regard qui va être le sien en fait, sur sa propre vie. Exactement. C'est ce qu'on appelle typiquement un roman initiatique. Voilà. Où le héros passe par des virtualités différentes, se débarrasse de certains avatars, repos, etc. pour accéder à quelque chose. Et justement, c'est quelque chose qu'on va découvrir à la fin du roman. D'ailleurs, je dois dire que c'est un roman extrêmement bien construit. Voilà, marqué avec une progression, une maîtrise, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a tu manipules énormément de personnages et qu'il faut quand même arriver à enfin, je ne sais pas comment tu fais en tant qu'auteur, mais essayer quand même de les garder sous ton coude et de faire en sorte que tout soit cohérent. Voilà. Et il y a une très grande cohérence dans le livre qui est... Et je ne sais pas combien de personnages, mais il y en a vraiment beaucoup. Et à chaque fois, il faut les caractériser suffisamment, les laisser faire leur vie, puis les connecter. C'est assez impressionnant comme maîtrise. Aussi une grande maîtrise pour fabriquer un petit suspense. Donc voilà, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que également on apprend des choses, parce que justement, comme c'est initiatique. Et d'ailleurs, le livre est découpé en chapitres, plein de chapitres, et dans chaque chapitre commence par une citation philosophique. Et donc, ma question qui va avec, c'est quelle est la part, qu'est-ce qui sert l'autre entre la littérature et la philosophie? Est-ce que c'est un roman philosophique à vocation littéraire? Est-ce que c'est un roman littéraire à vocation philosophique? Où est-ce qu'on est dans l'agréable ou est-ce qu'on est dans l'utile? Les deux, j'espère. Ouais. Moi, c'est vrai que j'aime bien la philosophie. Et j'avais envie, en fait, de donner envie au lecteur de s'intéresser à la philosophie, en sachant que pour moi, la philosophie, c'est pas forcément que lire des livres de philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est réfléchir sur la vie. Et à ce titre-là, c'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. Donc, c'est un livre qui j'espère, donne envie de réfléchir. Bon, il y a plusieurs niveaux de lecture. Pour moi, c'est un livre grand public, mais qui j'espère, donne des pistes de réflexion au lecteur. Et sur le rapport entre littérature et philosophie, en fait, pour moi, il n'y a pas de littérature sans philosophie. Parce que, forcément, quand on écrit un roman, c'est nourri d'une réflexion qui est co-construite, d'ailleurs, parce qu'il y a la réflexion qu'on livre au lecteur et puis la façon dont il va la recevoir. Je pense qu'on ne mesure pas forcément d'ailleurs le message qui va être perçu et l'interprétation qui va être faite. Donc pour moi, les deux sont complètement liés et ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre en fait. Très bien. Et est-ce qu'il y a une part de mysticisme? Sans vouloir révéler quand même... est-ce que toi-même tu es dans une démarche comme ça de recherche personnelle et est-ce que le roman est une des façons pas d'exorciser mais de mettre à distance tes propres réflexions? Ah tout à fait, c'est vrai que là pour le livre dont on parle, Un métro pour Samara, et celui que je suis en train d'écrire actuellement, pour moi l'écriture c'est une façon de me poser des questions et d'y répondre, ou d'essayer d'y répondre à travers une histoire, et de le partager en fait avec les lecteurs qui, eux, ont leur propre expérience, bien sûr. Donc oui, ça répond à des questions que je me pose. Donc là, la question, c'est la question de la vie après la mort. Tout simplement. Je pense que c'est une question que tout le monde se posera un jour, en fonction de ce que la vie lui réserve. Et il y a une réponse. Voilà. Donc ce qui est le plus important, je pense, c'est la question plutôt que la réponse finalement. Mais effectivement, il y a une réponse à la fin du roman. Alors, quelles ont été
quelles ont été les influences du roman et plus généralement de ton envie d'écrire? Est-ce que tu as des auteurs que tu admires? Bon, là, évidemment, là, clairement, il y a les 1001 nuits. Oui, bon, là, est-ce que c'est c'est clair. plutôt est-ce que c'est d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que c'est un document de travail, comme d'ailleurs tu t'es documenté sur le métro, comme tu t'es documenté, enfin voilà, il y a plein de documentation, de choses assez fouillées donc, donc, à part les 1001 nuits, donc je ne sais pas si c'est une source littéraire ou une source simplement de travail, quelles sont les autres influences? Donc les 1001 nuits, ça effectivement on est d'accord. Il y a même une scène en fait qui est directement inspirée des 1001 nuits. Alors moi j'ai été très très influencée au lycée, en seconde, j'ai un professeur de lettres qui m'a fait découvrir le Clésio. Ah oui. Et c'est vrai que pour moi ça a vraiment été fondateur, cette littérature du voyage. Et j'avais envie de faire voyager le lecteur. Donc je pense que le titre, pour le coup, reflète bien ce souhait, Un métro pour Samara. Et c'est vrai que il y a le voyage vers Samara, mais pour moi c'est plus une invitation à voyager dans sa vie quotidienne en fait. Et donc effectivement là-dessus, oui je pense que sur l'exotisme, effectivement le Clésio m'a beaucoup influencée et je l'admire beaucoup. Après j'ai des influences très diverses, je picore vraiment. Là, ces dernières années, j'ai été vraiment bouleversée par le livre Chercher la femme d'Alice Ferney. D'accord. C'est un livre qui m'a bouleversée vraiment personnellement, en dehors de l'aspect littéraire. J'ai trouvé que c'était d'une complexité psychologique. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une famille, c'est plus focalisé sur un homme. Ça décortique la façon dont les générations s'influencent les unes les autres. Et ça m'a vraiment bouleversée personnellement. Après, moi, je n'écris pas forcément ce que je lis. Non, on sent bien là, que tu sais faire la part des choses et que ton livre répond à un certain nombre d'objectifs et que tu sais très bien concrétiser, rendre concrètes tes idées et pour servir un message, un désir. Et un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Harry Potter, je ne sais pas si ça se ressent dans... Moi j'adore, donc... En fait, oui, c'est... Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Désormais, oui, c'est aussi un gars qui m'a beaucoup influencé et que j'aime beaucoup. Bon, très bien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est en fait l'humilité. Je dirais pas à l'intérieur du livre, parce que l'intérieur du livre, de toute façon, c'est écrit à la troisième personne, et c'est totalement distancié, c'est un héros, etc. Mais figurez-vous qu'à la fin du livre, dans les pages annexes, les pages qu'on appelle les pages de service, on a un avertissement post-ouvrage, si je puis dire, qui nous dit que toutes les références philosophiques sont tirées du magazine Le Point, numéro 200, etc. Donc elle donne comme ça la recette, entre guillemets, qui a servi, donc quasiment c'est une bibliographie, qui donne une bibliographie. Voilà. Et puis, à l'intérieur des remerciements, il y a un hommage particulier à David Meulmans, qui a réalisé un MOOC qui s'appelle « Écrire une œuvre de fiction ». Alors vous savez ce que c'est qu'un MOOC, Massive Open Online Courses. Voilà, donc c'est un cours en ligne que les gens sont obligés de suivre et puis qui permettent de progresser, voire d'accéder à même un diplôme éventuellement à la fin, parce qu'il y a des interrogations et questionnaires, etc. Bref, et donc en réalité, là, si j'ai bien compris, tu as suivi le MOOC en question, oui. Et on voit très bien aussi, là aussi, le côté, ce qu'on voyait tout à l'heure avec Dominique Oudial, le côté atelier d'écriture, où tu t'es formé, tu avais un livre à faire, et tu t'es dit, pour y arriver, je n'ai pas tous les outils méthodologiques, donc je prends un MOOC. Et moi j'aime beaucoup ça, parce que évidemment je pense que beaucoup d'écrivains se testent, se demandent conseil, etc. Mais de le dire comme ça en disant, moi j'avais envie de faire un livre et je me suis doté d'outils pour y arriver au mieux.
Et écrire, moi, ce que j'ai... ça s'apprend, bien sûr. Voilà, écrire ça s'apprend, donc c'est évidemment, après on a toute la gradation traditionnelle, écrivain, comment dire, talent, génie, etc. Bon, ça c'est encore... Mais en l'occurrence, je trouve, ça enlève, j'ai oublié le terme, en gros ça rend accessible le fait d'écrire, donc ça encourage les jeunes pousses, si je puis dire, à franchir le pas, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer, parce que c'est vrai qu'écrire, c'est quand même, on est quand même assez solitaire quand on écrit. Moi, c'est aussi ce qui me plaît d'ailleurs. J'aime bien, oui. J'aime bien écrire. À côté de EDF et de la communication, où ça doit... Voilà, et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce livre, moi j'étais en congé parental, c'est aussi ce qui m'a permis de trouver le temps de l'écrire, parce que c'est vrai qu'écrire quand on a un emploi à plein temps, c'est pas forcément évident, surtout quand on a une famille, etc. à côté. Et j'ai commencé à l'écrire, alors j'ai écrit 2-3 pages, je sentais bien que ça ne convenait pas. Et voilà, je me suis aperçue que j'avais besoin d'un plan, de faire... certains auteurs n'ont pas besoin de plan, moi j'ai besoin d'un plan. Oui, parce que Dominique, elle a écrit... moi c'est ma passion de travailler, bon, on n'a pas la même expérience. Non, voilà, dans 9 romans, tu pourras dire... Voilà. Bon, après je pense que je resterai comme ça, parce que c'est aussi ma façon d'être, et voilà. Et donc, au moment d'écrire le plan... voilà, j'ai eu besoin de demander conseil, de m'entourer aussi d'autres personnes qui, comme moi, écrivaient, qui étaient plus ou moins avancées dans l'expérience d'écrire. Et c'est vrai que c'est marrant parce que comment j'ai appris l'expérience de ce MOOC, qui s'appelle Écrire donc une œuvre de fiction, c'est parce que j'ai une ancienne collègue sur les réseaux sociaux qui avait manifesté le fait qu'elle écrivait. Et je ne savais pas du tout qu'elle écrivait alors qu'on avait passé 1 an dans le même bureau, vraiment face à face, comme ça. Ah ouais. Et voilà, et c'est comme ça qu'elle m'a dit, il y a ce MOOC, tu devrais venir. Oui, parce qu'il y a un forum aussi. Il y a un forum sur Facebook qui est très sympa. Et voilà, c'est sûr que quand on en parle un peu autour de soi, on se rend compte qu'il y a en fait pas mal de gens qui écrivent, qui n'osent pas en parler. Oui, mais les éditeurs savent bien parce qu'ils reçoivent beaucoup de propositions tous les jours. Voilà. Et c'est vrai qu'avoir un apport théorique et aussi un soutien humain, mais ça peut passer donc par les forums, mais on organisait aussi, David Meulement organisait aussi des soirées d'écriture, c'est-à-dire qu'on se met tous ensemble et on écrit, ça motive, bien sûr. Ça permet d'échanger sur les difficultés qu'on rencontre qui sont comme souvent les mêmes. Et moi c'est vrai que ça m'a énormément aidé dans mon travail. Et je suis très reconnaissante à David Meulement et à toutes les personnes avec qui j'ai partagé mes difficultés. Et alors, comment c'est fait avec Marabout ? Parce que c'est quand même c'est génial, quoi. Oui, c'est inespéré, je dirais même. Donc toi, tu as envoyé ton manuscrit à... J'ai envoyé mon manuscrit à énormément de maisons d'édition, énormément. Oui. Et voilà, et Marabout a bien accroché. Ils allaient y chercher des romans pour une nouvelle collection, donc La Belle Étoile. Ouais. Et voilà, la directrice éditoriale a eu un coup de cœur, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup le livre n'est pas passé par certains processus de lecture, de comité de lecture, etc. Ça a permis de faire les choses plus rapidement. J'ai été accompagnée, donc c'est vraiment, je l'ai envoyé par la poste, comme quoi ça existe, on peut avoir espoir, ça existe. On peut trouver un éditeur sans avoir de contact. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi un facteur chance. Peut-être que si elle l'avait reçu 6 mois plus tard. Le bon moment. Voilà. Et voilà, ils m'ont fait confiance. Et ensuite, j'ai fait tout un travail aussi de réécriture assez important. Oui. Ils ont joué le rôle d'éditeur, de dire là ça va pas. Oui, vraiment, parce que c'est vrai que le personnage de Swan au début, c'est quand même vraiment un anti-héros. Moi je l'apprécie pas, il Nemas. C'était pas le but non plus, mais le but c'est quand même qu'on s'y attache un petit peu. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé. C'est quand même assez goujat. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il était encore plus au départ, avant que Marabout m'aide à le corriger. Donc voilà, on a essayé de faire en sorte que le lecteur le comprenne mieux en fait, pour qu'il puisse, pour qu'il ait envie de le suivre. Et voilà, tout ça a fait que le livre a beaucoup évolué entre le premier jet et le résultat qui est là. Le résultat final qui est très bien. Quelle suite ? Alors du coup, tu es en train de me dire que tu fais un 2e roman. Donc est-ce que c'est le début d'une longue série ou comment tu vois les choses justement ? Est-ce que toi aussi tu as envie de
franchir le pas, prendre, je sais pas moi, un EDF à mi-temps et l'autre moitié écrivain, ou comment ça se passe? Ah, bien sûr, j'ai envie de continuer dans l'écriture parce que j'aime beaucoup ça. Après, je ne me ferme pas de porte pour avoir un autre poste à côté. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça peut évoluer. Ouais. Le plus dur étant aussi le deuxième, hein, c'est sûr que. Ah. Bah non, mais oui. Comme toujours, c'est Oui. le premier, on a voilà. Ça peut être aussi un moment pour toi de doute. Est-ce que je continue enfin, qu'est-ce qui a marché? Est-ce que je continue dans une même veine? Est-ce que je change totalement, etc. Là, Dominique nous a donné quand même une bonne marche à suivre, qui est de suivre soi-même, quoi. Son cœur, oui. Son cœur, hein. Voilà. Tu n'as pas d'appréhension particulière, tu sais déjà où tu veux aller. Moi, je pense que ce que la vie me réserve, et là, je suis très heureuse d'avoir terminé ce roman, d'avoir réussi à le publier. C'est déjà pour moi une énorme satisfaction. Et voilà, savoir qu'il est un peu lu, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours. Après, bon, j'aimerais beaucoup écrire une suite. Bon, d'ailleurs, je pense que l'épilogue ouvre la possibilité de le faire. Bon, là, je suis sur un autre sujet pour un deuxième roman. Je pense que voilà, j'aimerais laisser grandir aussi un peu Swan et pour peut-être proposer de le suivre à peut-être un autre moment de sa vie. Voilà, moi là, pour mon deuxième roman, je travaille sur un autre sujet. D'accord, bon, voilà. Écoute, très très bien. Est-ce que tu avais envie de lire quelque chose? Avec plaisir. Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu veux lire? Moi j'ai plein de choses. Bon, évidemment, moi j'avais. S'il y a un passage tu t'as marqué, non, lire avec plaisir. Évidemment, arrivé à la Sorbonne, Swan passa à la chancellerie pour retirer la clé du bureau où devait se dérouler le rendez-vous. On leur avait attribué la salle des actes. Voilà. Swan découvrit une pièce de taille moyenne, en grande partie occupée par une table rectangulaire et sa vingtaine de chaises de bois brut sculpté, des dossiers de cuir rouge et leurs sous-mains coordonnés contribuaient au confort des caciques de l'éducation nationale venus finaliser un accord. Swan n'était pas encore là et il appréciait d'autant plus cet environnement solennel, enseigné ici pour une première fois la classe. Alors nous n'avons pas les chaises rouges. Très bon choix, très bon choix pour le passage. Voilà, écoute, merci beaucoup. Merci à vous.